Bonjour, aujourd'hui on va parler de la contamination et de la détérioration des aliments. On va insister surtout sur les différents facteurs, ok, soit intrinsèques aux aliments, donc qui font partie de l'aliment lui-même, ou extrinsèques. Donc, qu'est-ce qui influence la détérioration de l'aliment, mais de l'extérieur. Donc, on va aller voir tous ces facteurs-là à l'instant. Donc, quelles sont les causes de la détérioration des aliments? Ben, au départ, il peut y avoir l'attaque des insectes ou des animaux. À la maison, moi, j'ai trois jardins, puis on peut vous dire qu'il y a des insectes qui s'en prennent aux piments, aux tomates. Donc, c'est une réalité et il faut y faire face. Dans un monde idéal, on n'utilise pas de pesticides ou d'insecticides. C'est ce que l'on fait à la maison. On préfère, disons, enlever les parties attaquées que de dépendre des produits chimiques sur nos aliments bio. On les fait à la maison. Ensuite, bon, l'attaque physique dans le sens, les conditions un peu climatiques, donc le gel, l'écrasement, la déshydratation vont altérer les aliments ou favoriser leur détérioration. Détérioration chimique non enzymatique, donc brunissement, rancissement des lipides par oxydation. Donc, par exemple, il pourrait y avoir souvent c'est des craquelins, des biscuits qui sont dans votre garde-manger depuis très longtemps. Puis, si on les laisse trop longtemps, dans le garde-manger, on ne les consomme pas assez rapidement, eh bien, les lipides présents dans ces craquelins-là vont rancir. Okay? Et le goût, parfois l'odeur va être un peu plus désagréable. Même principe pour le rassissement du pain. Puis ensuite, l'altération due aux enzymes de l'aliment. Donc, parfois, il y a des enzymes présents dans l'aliment qui vont favoriser la détérioration. Entre autres, une enzyme, la pectinase, qu'on retrouve dans la pomme. Donc, c'est vraiment une activité enzymatique qui favorise la détérioration. Mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur l'altération microbienne. Après tout, on est dans un cours de microbiologie. Donc, quels sont les facteurs qui pourraient favoriser la croissance des micro-organismes? Puis essayez d'y penser un peu. Qu'est-ce qui ferait en sorte que des micro-organismes pourraient se développer plus rapidement sur des aliments? Donc, on n'a qu'à penser à tous les aliments là, qui nécessitent de la réfrigération. Si on les laisse à température ambiante, bien, ça peut favoriser la croissance des micro-organismes. Okay? La chaîne du froid, si vous achetez de la viande, vous allez à l'épicerie, bon, vous achetez votre viande en plein été, puis là, vous continuez, vous faites quelques petits arrêts, là, des petites commissions par-ci par-là. La viande est à, on va dire, peut-être même 30 degrés, 30-35 degrés à l'intérieur de la voiture pendant une heure ou deux. Pas sûr que c'est la meilleure solution. D'accord? Donc, on laisserait trop de place ou trop de temps aux bactéries pour se développer. Donc, il y a la chaleur, l'humidité, qui va être un gros facteur aussi, entre autres pour la croissance de certaines bactéries, certaines moisissures. Plus il y a d'humidité, meilleures sont les chances que les micro-organismes en profitent. Donc, il faut limiter la rupture de la chaîne du froid, il faut limiter des taux d'humidité trop élevés. Donc, il y a plein de choses à considérer, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, de un, d'où proviennent les micro-organismes? Okay? C'est bien beau de dire qu'il y a des micro-organismes qui détériorent les aliments, mais ils doivent venir de quelque part. À la base, la microflore du sol. Okay? Donc, un sol fertile, riche en matière organique, donc débris végétaux, compost, des choses comme ça va être riche en micro-organismes. C'est un peu ça l'idée. Okay? Quand on fait du compost, on favorise la croissance des micro-organismes pour qu'ils dégradent, pour qu'ils décomposent les matières organiques. Donc, c'est sûr, okay, si vous avez un jardin ou quoi que ce soit, ben, normalement, on souhaite avoir un sol qui est fertile, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de micro-organismes sur nos aliments. Par exemple, les carottes. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on allait chez ma grand-mère, elle avait un super grand jardin. On prenait une carotte, on la tirait du sol, puis on l'essuyait un peu sur nos pantalons, puis on la mangeait directement comme ça. Okay? Ou on la passait un petit peu à l'eau juste pour dire qu'on enlevait le surplus de terre, puis on la mangeait. Okay? Les meilleures carottes que j'ai jamais mangées à vie, c'était dans ces circonstances-là. Mais, okay, au niveau des micro-organismes, on aurait pu avoir une petite infection ou quoi que ce soit, mais okay, la plupart des micro-organismes ne sont pas pathogènes, donc, somme toute, à mon souvenir, j'ai pas eu trop de problèmes là-dessus. D'accord? Bon, je reviens sur la quantité, là. C'est jusqu'à 10 à la 10 CFU, c'est Colony Forming Units, donc micro-organismes, bactéries, par gramme de terre. Donc, imagine dans un jardin, vous avez plus que quelques grammes de terre, on s'entend là-dessus. Donc, des micro-organismes, il va y en avoir une tonne.
Donc, par la suite, OK, les micro-organismes du sol, donc oui, peuvent se retrouver sur les légumes, des choses comme ça, mais aussi tous les animaux de ferme. Donc, la peau, les poils, le plume, la patte des animaux peuvent contaminer par la suite, OK, la viande lors de l'abattage et du dépeçage. Donc, si moi j'ai je vais vous en reparler, là, mais j'ai travaillé pendant un été de temps dans un abattoir de porc. C'est ça, c'est assez spectaculaire. Donc, il faut s'assurer, il faut limiter du moins que les micro-organismes qui sont présents sur l'animal lui-même, bien, ne contaminent pas la viande. Puis par la suite, il faut faire attention à ce qui se passe à l'intérieur aussi. Donc, le tube digestif, par exemple, des porcs, bien, on ne voulait pas ouvrir les boyaux pour que tous les micro-organismes de l'intestin se retrouvent, encore une fois, sur la viande. Donc, il y a plein de choses à considérer, je devrais dire, pour éviter que ces micro-organismes-là se retrouvent dans notre assiette. L'autre origine, ben, c'est l'eau. C'est sûr que le niveau de contamination d'une source d'eau peut être très variable. Une autre source, généralement, va être une eau qui va être filtrée naturellement par le sol, donc ça pourrait être très limité, ce qu'on va retrouver comme micro-organisme là-dedans, versus l'eau d'un étang, de l'eau stagnante. Là, la quantité de micro-organismes va être beaucoup plus élevée, d'autant plus, par exemple, si on est dans les mois d'été, avec une température plus élevée, donc là, ça va favoriser la croissance des micro-organismes. L'eau de ruissellement, okay, donc s'il pleut beaucoup, puis il y a de l'eau de ruissellement, donc ça entraîne beaucoup de micro-organismes du sol dans les cours d'eau. Donc, il peut y avoir une augmentation du nombre de micro-organismes à ces moments-là. Si on a un cours d'eau qui est près d'un champ, de champ agricole, où il y a eu de l'épandage, par exemple, des fois, il y a du lisier de porc qui est épandu sur les champs, du fumier. Puis là, s'il y a de la pluie, bien, encore une fois, ce qu'on a déposé dans les champs peut se retrouver dans les cours d'eau. Les égouts, okay, ça c'est un peu épouvantable, mais si vous vous rappelez, il y a quelques années, à Montréal, la capacité, disons, était limite pour l'usine d'épuration des eaux, puis la ville, qui devait faire des réparations sur un de ses bassins, a dû laisser aller directement les eaux d'égout dans le fleuve. Donc, on s'entend que la pollution a dû être franchement plus élevée dans les jours, les semaines qui ont suivi. Puis là, imaginez, ça part de Montréal, mais le fleuve, okay, se dirige vers l'océan. Donc, toutes les villes en aval, donc, je ne sais pas moi, Trois-Rivières, Québec, etc., jusqu'à Gaspé, ben, eux ont reçu les restants d'égouts de Montréal. Ensuite, donc, la surveillance des coliformes, donc contamination fécale, de virus, de parasites. Donc, on doit s'assurer régulièrement de la qualité de l'eau, ne serait-ce que l'eau de la ville ici. Okay? On va la filtrer, mais il faut faire des tests dessus. Et là, on parle de l'eau liquide, c'est une chose, mais il ne faut pas négliger la glace. Okay? Donc oui, la glace, le froid, normalement, on pense à ça pour limiter la croissance des micro-organismes, mais cette glace-là peut elle-même être contaminée. Les marchands de poissons, okay? Si on réutilise la même glace dans les frigos, quoi que ce soit, ben, si on a déposé des poissons dessus, l'eau va être contaminée. Les breuvages en voyage. Vous allez dans un tout inclus, vous demandez des drinks, puis on met un glaçon dedans. Mais si le glaçon est fait à partir d'eau qui est potentiellement contaminée, par exemple pour l'hépatite A ou la bactérie qui cause la tourista, donc la diarrhée du voyageur, votre glaçon fond dans votre breuvage, puis vous le consommez, eh bien, vous pouvez vous contaminer à partir de ça. Pardon. Donc, il faut faire attention à toutes ces réalités-là concernant l'eau. Puis, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais dans le fond, juste laver, pas moi, de la laitue, un légume, avec de l'eau qui serait potentiellement contaminée, ça peut être une autre source de contamination. Encore une fois, dans votre même voyage, dans un tout inclus, si l'eau contaminée est utilisée pour nettoyer la laitue, vous arrivez au dîner, au souper et vous mangez la dite laitue, bien, vous pouvez vous contaminer à ce moment-là aussi. L'air ambiant, okay? On n'y pense pas. Des fois, on ne voit pas ce qui se passe dans l'air ambiant, mais il peut y avoir plein de micro-organismes. Il y a des études récentes qui ont été faites. Il y a des micro-organismes dans l'air un peu partout, même à des altitudes assez élevées. Dans l'eau de pluie, il y a des micro-organismes qui retombent sur Terre. Donc, dans l'air que vous inspirez, il y a des bactéries. On ne l'espère pas, mais il peut y avoir des virus. Okay? On en sait quelque chose avec la COVID-19. Il va y avoir des spores de moisissures. Donc, il y en a. Okay? Il faut être conscient de ça. Donc, quand il y a de la poussière soulevée par le vent, ça va augmenter les quantités. Quelqu'un qui éternue ou qui tousse, on n'a qu'à regarder l'image à droite, okay? La quantité de gouttelettes, de micro-gouttelettes qui sont projetées. Si la personne est porteuse d'une bactérie ou d'un virus potentiellement pathogène, bien là, c'est clair qu'on le propage de 1 à grande vitesse, puis sur une bonne distance. D'autant plus vrai si vous êtes pris dans un environnement, un espace fermé avec une personne qui ne cesse d'éternuer ou de tousser.
bien là, vous vous exposez à de plus grandes quantités de micro-organismes. C'est sûr que si vous portez un masque, c'est déjà moins pire. Si la personne éternue dans le creux de son coude, ça limite un petit peu le mode de transmission, mais quand même. Donc, vous avez aussi bon, les sports de moisissure, j'en ai glissé un mot. Je peux aller vous montrer ce petit lien-là. Donc, c'est l'Institut national de santé publique du Québec qui a fait ce document-là. Donc, les risques à la santé associés à la présence de moisissure en milieu intérieur. Donc, vous pourrez aller lire le texte. C'est intéressant, c'est pas très long. Donc, je vous invite à y aller. Quand on est dans un environnement fermé, si par exemple il y a des moisissures en grande quantité, donc vous inspirez de grandes quantités de sport, c'est là que ça peut devenir problématique. Respirer des sports au quotidien, ce n'est pas nécessairement la fin du monde, en petite quantité. Mais si vous êtes dans un environnement de travail, votre maison, puis il y a beaucoup de moisissures dans l'air que vous inspirez, bien, au volume, à la grande quantité que vous allez inspirer, ça peut devenir problématique. Les endospores bactériens qui forment ou qui peuvent causer l'anthrax pulmonaire, donc l'anthrax comme tel, c'est une bactérie du sol et on peut attraper ou être infecté par cette bactérie-là juste en manipulant le sol. Donc, je parlais de faire un jardin tout à l'heure. Mais sur la peau, ça va faire des petites lésions. On appelle ça le bacille du charbon parce que ça fait des taches noirâtres sur la peau. Si vous en mangez, comme moi, quand je mangeais mes petites carottes directement du jardin, je pourrais avoir des troubles digestifs. Mais la pire forme de l'anthrax, c'est lorsque la bactérie forme des endospores et que vous inhalez ces endospores-là et qu'ils se développent une fois rendus dans vos poumons. Parce que la bactérie qui cause ça, c'est un bacillus. Puis les bacillus, généralement, aiment bien l'oxygène. Donc, l'endospore qui pourrait avoir été créé là, dans le sol pour diverses raisons, vous l'inhalez lorsqu'il est présent dans l'air et dans vos poumons. Donc, il y a de l'oxygène, il y a de l'humidité, vous êtes la bouffe. Donc, la bactérie va reprendre sa forme normale et peut tuer la personne assez rapidement. Donc, pour l'air, il faut faire attention quand on prépare des aliments. Pas se retrouver dans un environnement là, qui pourrait être chargé de micro-organismes, dans un environnement fermé où il y a des gens, par exemple, justement, qui éternuent. Vous ne voulez pas avoir ça dans votre bouffe. Puis aussi, à la maison, pour, disons, assurer une meilleure qualité de l'air, il faut changer régulièrement les filtres. Si vous avez, comme moi, par exemple, j'ai un chauffage central, on a l'air climatisé et tout, donc il y a des filtres qui vont capter l'air qui est pris de l'extérieur pour éviter que tout ce qui est poussière, sport qui provient de l'extérieur ne se retrouve pas dans la maison. Même chose pour le filtre de voiture. Donc, il faut assurer une meilleure qualité de l'air partout où on est. Les végétaux. Donc, il y a des micro-organismes qui vont être directement sur les végétaux. Je reprends mon exemple de choucroute dont j'ai déjà parlé. La choucroute, quand on va hacher finement le chou, on va ajouter du sel, mais on ne rajoute pas de micro-organismes. La fermentation se fait par la présence de bactéries lactiques déjà présentes dans le chou. On va enlever souvent les feuilles externes pour enlever, disons, des micro-organismes dont on ne veut pas. Mais à l'intérieur, il y a quand même déjà beaucoup de micro-organismes. Donc, c'est sûr que sur les végétaux eux-mêmes, ce sont les surfaces externes qui vont être les plus touchées par les bactéries moisissure levure. Comme par exemple, si vous mangez des agrumes, ben, les micro-organismes vont se poser à la surface. Mais si vous pouvez nettoyer l'extérieur, et quand vous enlevez la pelure, ben, généralement, la chair à l'intérieur ne sera pas contaminée. Ça, c'est déjà un gros plus. Mais quand vous mangez un fruit avec la pelure, une pomme, une poire, les raisins, ben, il faut peut-être les laver avec une plus grande attention pour diminuer la quantité de micro-organismes qu'il pourrait y avoir dessus. Encore une fois, vous ne peut-être pas virer fou non plus, mais dans le fond, il faut prendre le temps de bien les laver, surtout si ce sont des fruits qui proviennent d'un autre pays. Donc, on ne sait pas justement, est-ce que l'eau qui a été utilisée pour irriguer les champs était contaminée? Est-ce que les gens qui les ont manipulés étaient contaminés par des bactéries fécales et tout ça? C'est pas rare là, qu'on voit des rappels alimentaires pour genre les fraises, les framboises qui arrivent du Mexique ou de Californie parce qu'il y avait contamination. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, les micro-organismes du sol, de l'eau, de l'air, les mains des personnes qui manipulent, l'environnement, tout ça peut faire en sorte qu'il y ait des micro-organismes qui vont se ramasser sur les végétaux. Mais il faut quand même faire attention, pour reprendre l'expression de Donald Trump, les fake news, les fameuses clémentines qui nous arrivent du Maroc. Là. C'est souvent là, je sais pas, au mois de novembre, décembre. Donc, on reçoit nos clémentines. Puis, il y avait eu des articles qui étaient sortis comme quoi il y avait quasiment des épidémies de gastro-entérite dues aux clémentines. C'était pas vrai.
C'est sûr, encore une fois, même si c'est un fruit qui a une pelure que vous ne consommez pas, ben, il faut la nettoyer. C'est toujours une bonne stratégie, mais la chair à l'intérieur devrait être correcte. C'est sûr, encore une fois, je vais faire une parenthèse. Si vous prenez, je sais pas moi, un zeste du citron, un zeste d'orange, ou vous prenez une petite pelure pour rajouter dans un drink, ben, il faut laver le fruit correctement parce que là, vous allez déposer directement une partie de la pelure dans votre drink, dans votre, je sais pas moi, dans quoi qu'on peut mettre un zeste, dans un dessert, dans peu importe, ok, dans une recette, une marinade, peu importe. Vous comprenez le principe. Donc, juste donner des petites statistiques intéressantes, là. Quand on parle de tomates, ok, une tomate non lavée, la quantité de micro-organismes, c'est plusieurs milliers par centimètre carré. C'est beaucoup là, quand vous pensez à ça. Ok. C'est beaucoup de bactéries. Tandis qu'une tomate lavée, ça va être de 400 à 700. Donc, on diminue de plusieurs fois la quantité de micro-organismes. Les feuilles extérieures du chou non lavées, 1 à 2 millions par gramme. Okay, donc, 1 à 2 millions de micro-organismes par gramme de feuilles de chou. Les feuilles extérieures, si on a lavé le chou, on descend à 200 000 à 500 000. Déjà moins pire, mais quand tu y penses, c'est quand même beaucoup. Puis les feuilles internes, donc les fameuses feuilles internes, souvent qu'on ne lave pas, et à partir desquelles on peut faire justement la choucroute. Donc on parle de quelques centaines à 15 000 micro-organismes par gramme. Dans certains cas, c'est une bonne chose. Encore une fois, si je veux faire ma choucroute, je vais favoriser même leur multiplication en les plaçant dans un milieu anaérobie, donc en dessous de l'eau, puis avec une certaine quantité de sel qui va limiter la croissance des bactéries pathogènes, mais des bactéries normales, les bactéries lactiques que je veux utiliser pour faire ma choucroute, ben, je vais devoir les dorloter pour qu'elles se multiplient. Mais bon, si vous mangez votre chou, après avoir retiré par exemple les quelques feuilles externes, vous prenez votre chou puis vous faites une salade de chou, vous faites autre chose avec, ces micro-organismes-là ne vont pas nécessairement être pathogènes pour vous. D'accord? Ils vont peut-être même favoriser la santé de votre microbiote. L'origine des micro-organismes, les animaux eux-mêmes. Okay? Donc, la microflore externe normale ou la flore transitoire. Okay? Puis là, bon, si vous êtes vegan, vous n'aimerez pas ces images-là, mais un porc, donc, bon, on va avoir des bactéries sur sa peau, sur ses pattes, et lors de l'abattage, ben, ces bactéries-là pourraient se retrouver sur des produits qui seront éventuellement consommés. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a aussi toute la microflore interne. Donc, comme vous et moi, les poules, le bœuf, les cochons, tous les animaux là, qui peuvent être consommés par l'humain, ben, ont une flore interne peut-être aussi nombreuse que la nôtre. Donc, bouche, poumon, intestin, c'est ça qu'il peut y avoir beaucoup de micro-organismes là-dedans. Et lors de l'abattage, encore une fois, eh bien, ces micro-organismes-là pourraient se retrouver sur la viande. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, imaginez que vous êtes à l'épicerie, pensez à vos achats réguliers, puis quelles sont les sources de contamination des divers produits ou aliments qui sont nommés là, avant, pendant et après l'achat. Juste pensez aux fruits et légumes frais. Je vais faire 2-3 exemples avec vous. Là, les autres, vous pourrez méditer. Pensez les fruits. Il y a quelqu'un qui les a peut-être cueillis, qui les a manipulés pour les placer dans l'étalage à l'épicerie. Donc, déjà ça. Mais là, tu as aussi tous les gens qui vont, par exemple, prendre un fruit, puis ils vont juste le tâter un petit peu pour voir s'il a l'air mûr, s'il a l'air prêt. On va le regarder de tous les côtés pour voir s'il n'y a pas je sais pas moi, des marques sur la pomme. Donc, il peut y avoir plein de gens là, qui ont manipulé votre pomme, votre poire, avant que vous ne la preniez vous-même et la déposiez dans votre sac. Idéalement, un sac réutilisable. Donc, il y a tout ça. Par la suite, est-ce que vous allez déposer vos fruits et légumes dans un tiroir à fruits dans le réfrigérateur qui n'a pas été lavé? Donc, il y a peut-être déjà des micro-organismes présents là-dedans. Ou parfois, vos fruits et légumes, si vous faites comme moi, ben, on les dépose dans un panier à fruits sur le comptoir de cuisine ou sur la table de cuisine pour que, on l'espère, les enfants aient plus tendance à aller les chercher. Mais encore une fois, est-ce qu'on a lavé les fruits correctement avant de les mettre dans le panier? Est-ce qu'il y a des mouches ou des petites drosophiles? Okay, là, on est en pleine période de drosophiles présentement à la maison. Donc, des fois, tu prends une banane dans le panier à fruits, puis tu as comme 3-4 drosophiles qui s'envolent. Bien, ces drosophiles-là ont peut-être amené avec elles des micro-organismes, vont peut-être avoir pondu des œufs. Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver un oignon qui est en très mauvais état, on va le dire comme ça. Bien, souvent, si un fruit est brisé, un légume est brisé, les drosophiles vont aller pondre leurs œufs dedans. Puis quand j'ai pris l'oignon, ben, quand on regardait attentivement, il y avait plein de petites larves transparentes.
qui grouillaient là-dedans. C'était épouvantable, c'était dégueulasse. On a mis ça au compost, puis ça a été terminé. Mais il faut être conscient de ça. La viande, donc on a vu de l'abattage à la transformation, puis à la consommation, bien, il peut y avoir plein de sources de contamination. Pain, pâtisserie, produits de boulangerie, on peut voir ça aussi, conserves et boîtes et aliments en boîte. Est-ce qu'il y a eu contamination avant? Quoi qu'on fait beaucoup attention. Là. Souvent, les aliments en boîte sont chauffés, le pH est acide, il n'y a pas d'oxygène, donc il y a plein de facteurs qui limitent le développement des micro-organismes. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des micro-organismes sur le couvercle? C'est pas impossible. Les produits laitiers, bien là, je pense que c'est assez facile d'imaginer des micro-organismes qui s'y développent parce que ça arrive souvent. C'est déjà arrivé. Tu ouvres un sac de lait ou une pinte de lait, puis déjà le lait a caillé, n'est pas bon. Du yogourt, même principe. Donc, toutes les étapes, soit la cueillette du fruit ou du légume dans un champ, l'élevage, l'abattage d'un animal, toutes les étapes jusqu'à la consommation sont tous propices à une contamination. Donc, quels sont les facteurs essentiels qui influencent la croissance justement des micro-organismes? Donc, on va y revenir sur chacun. Donc, la température, garder les aliments au froid, faire cuire les aliments au chaud. Pour certains aliments, justement comme la viande, bon, éviter entre le 4 à 62 degrés Celsius, donc cette espèce de zone dangereuse-là où les micro-organismes pourraient proliférer. Le pH, pH acide, souvent va limiter la croissance des micro-organismes. pH neutre, ça risque d'être le pH idéal pour la croissance de beaucoup de micro-organismes. Pression osmotique. Pression osmotique, souvent, ça va être la concentration en sel. Ça peut être aussi la concentration en sucre. Donc, plus un aliment va être salé ou sucré, plus il va être difficile pour les micro-organismes d'y pousser. Parce que la pression osmotique, souvent, va jouer sur l'activité de l'eau. Quand vous allez voir le sigle AW, c'est l'activité de l'eau, donc c'est la disponibilité, c'est la partie d'eau libre qui est disponible pour les micro-organismes pour que les micro-organismes, justement, puissent proliférer. Plus cette valeur-là va être basse, plus les micro-organismes vont avoir de la difficulté à se développer, puis plus elle va être haute, bien, plus les micro-organismes, généralement, vont en profiter. Donc, je vais aller vous montrer une petite page intéressante. Donc, on vous décrit c'est quoi, donc le AW. Toutes les fois que je dis ça, je pense à la chaîne de restauration rapide, le AW, mais ce n'est pas la même chose. C'est peut-être parce que j'ai faim. Donc, désigne l'activité de l'eau, ou la disponibilité de l'eau. Donc, on vous explique un petit peu le calcul, comment on fait pour établir la valeur. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Mais ce qui est intéressant dans cette page-là, c'est ici. Donc, quand on a une valeur élevée de disponibilité de l'eau, donc de 0,95 à 1, donc regardez les micro-organismes qui peuvent y proliférer, puis quels sont justement les produits qui ont une disponibilité en eau comme celle-là. Donc, les produits frais, on s'entend là-dessus. Des fruits en boîte, des légumes, la viande, le poisson, les produits laitiers. Donc, ce sont des produits généralement qui ont une bonne disponibilité en eau. Ce sont des produits alimentaires qui ont moins de 40% ou moins de 7% de sel. Parce que, comme on vient de le dire, la pression osmotique peut jouer sur la disponibilité en eau. Puis là, on a différents intervalles. Là. Vous pouvez les regarder. Mais par exemple, les produits, on va dire, les plus secs, la poudre de lait, les fruits secs, les flocons de céréales, donc il y a peu ou pas de croissance microbienne. Ensuite, un autre facteur là, qui se rapporte encore une fois à la quantité d'eau disponible, donc c'est le taux d'humidité. Donc l'humidité va pouvoir favoriser la croissance de certains micro-organismes. L'atmosphère, quand je parle de l'atmosphère, c'est la présence ou non d'oxygène, la présence ou non de CO2. Ces facteurs-là vont être importants et vont être utilisés dans l'industrie pour limiter la croissance des micro-organismes. Par exemple, emballer des aliments sous vide, donc on enlève l'oxygène. Ajouter du CO2 pour limiter la croissance de certains micro-organismes aussi, donc on peut jouer là-dessus. La composition elle-même du milieu, donc des aliments, qu'est-ce qu'il y a dans les aliments? Est-ce que tous les éléments nutritifs dont on a besoin, une moisissure, dont on a besoin une levure? Puis la compétition ou la synergie, donc s'il y a des micro-organismes déjà présents dans un aliment, ça peut limiter la croissance des micro-organismes. Un exemple, le yogourt. Le yogourt, il y a plein de bactéries lactiques dedans, du lactobacillus entre autres, ou du bifidobacterium bifidus. Ces bactéries-là sont en grande quantité. Elles ont généralement acidifié le milieu, donc les bactéries qui seraient pathogènes, qui pourraient tomber dans le yogourt, souvent ne vont même pas se développer. Pourquoi? Parce que le pH n'est pas bon, puis il y a beaucoup de bactéries qui prennent toute la place.
Donc, la compétition va avoir un rôle important à jouer. Même principe, vous allez me trouver étonnant avec ma choucroute, là, mais quand les bactéries lactiques se développent beaucoup, donc les bactéries lactiques, on les place en anaérobiose, on les place dans un environnement où on a mis une certaine quantité de sel. Donc, on favorise le développement de ces bactéries-là au détriment de bactéries qui seraient potentiellement pathogènes. Il y a beaucoup de bactéries pathogènes qui ont besoin d'oxygène pour se développer. Donc, déjà en plaçant le chou sous l'eau, à ce moment-là, les bactéries ne pourraient pas se développer. En plus, le pH devient plus acide, puis il y a de la compétition. Donc, tout ça fait en sorte que nos aliments, généralement, sont protégés. C'est jamais parfait. Okay? J'en ai scrappé des batchs d'aliments fermentés comme de la choucroute parce qu'il y avait de la moisissure qui avait poussé dessus ou quoi que ce soit. Donc, des fois, on manque notre coup. Mais généralement, si on fait bien les choses, les bactéries devraient protéger les aliments. Donc, facteurs intrinsèques, donc qui font partie de l'aliment lui-même, qui vont influencer la détérioration. Si le pH de l'aliment est plus acide, généralement, les micro-organismes vont avoir plus de difficultés à y pousser. Par exemple, des fruits, des agrumes, donc un pH très acide, ça va être plus difficile pour les micro-organismes de les attaquer. Du moins, ça va prendre plus de temps. Okay? C'est sûr qu'il y a des moisissures qui pourraient finir par le faire. Déjà vu des moisissures là, sur une pelure de citron, d'orange, de clémentine. Il faut l'avoir laissé longtemps là, ou l'avoir oublié longtemps, la clémentine, dans le fond du comptoir à fruits. Mais bon, les valeurs moyennes là, que les moisissures auxquelles elles peuvent se développer, donc c'est quand même assez acide. Même chose pour les levures. La plupart des bactéries préfèrent un pH neutre, sauf certaines bactéries lactiques, okay, qui, elles, vont préférer les pH un petit peu acides. À pH égaux, l'acide acétique est plus efficace contre les micro-organismes que l'acide lactique, lui-même étant plus efficace que l'acide citrique. Donc, tous les acides ne sont pas égaux. Donc, par exemple, l'acide acétique, donc le vinaigre, pour contrer les micro-organismes, va être plus efficace que l'acide lactique, puis encore plus que l'acide citrique. Donc, moi, c'est ce que j'utilise en fait là, pour nettoyer la maison. Là. Un mélange d'eau et de vinaigre, l'acide acétique, c'est naturel, c'est pas nocif pour l'environnement, puis ça fait la job. Voilà. Donc, d'après vous, puis là, je vais vous laisser répondre aux questions, d'après vous, quel type de micro-organisme a le plus de chances d'altérer un jus de fruits? Si vous regardez les micro-organismes qui sont là, normalement, on pourrait dire peut-être les levures, okay, ou les bactéries lactiques, parce que le jus de fruits, ça va être un pH acide. Okay? Donc, ce n'est pas n'importe quoi qui va altérer ça. Puis, quel type de micro-organisme a le plus de chances d'altérer les viandes et les poissons? Bien là, on se ramasse avec les bactéries normales. Okay? Et Dieu sait que les viandes, les poissons, ça peut être très rapidement altéré parce qu'il y a plein de micro-organismes différents qui peuvent s'y développer. Ensuite, ben, on en a parlé, mais je reviens là-dessus. Donc, l'activité de l'eau. Donc, la quantité d'eau libre dans l'aliment. Donc, de l'eau qui est accessible aux micro-organismes. Plus la valeur est basse, moins les micro-organismes y ont accès. Donc là, on parle des aliments salés, sucrés, gélifiés, déshydratés, gelés. Donc la glace est de l'eau qui est non accessible. Sous sa forme gelée, l'eau n'est pas accessible aux micro-organismes. Donc, ils vont avoir plus de difficultés à s'y développer. Déjà, la température, c'est un facteur, mais le fait que l'eau ne soit pas disponible, ça ajoute une difficulté pour les micro-organismes. Certains micro-organismes peuvent finir par le faire, donc des bactéries halophiles, donc qui aiment le sel. Les moisissures xérophiles, qui peuvent se développer sur des aliments secs. Puis les levures osmophiles qui vont tolérer cette pression-là. Donc, ce n'est pas impossible. Okay? Moi, je me rappelle là, des vieux pots de confiture, okay, que personne, ça lui tente d'aller gratter le fond du pot. On préfère en ouvrir un nouveau. Puis là, je pense à mon fils qui fait tout le temps ça. Là. Quand il trouve que c'est trop difficile avec une cuillère d'aller chercher la confiture dans le fond, ben, il laisse cette confiture-là dans le fond du frigo, puis il ouvre un nouveau pot parce que c'est plus facile. Mais bon, tu trouves le pot de confiture dans le fond du frigo après un an et demi, puis ben c'est ça, il y a peut-être de la moisissure qui a poussé dessus, mais ça a pris du temps. Okay? C'est pas quelque chose qui va se détériorer rapidement comme par exemple du lait. Donc, ça peut être altéré, mais ça va prendre du temps. Tous les fruits secs, okay, c'est une bonne façon de maintenir ou de conserver ces aliments-là. De un, il y a moins d'eau disponible, puis souvent en plus, ben, en les déshydratant, ça concentre le sucre, ça fait augmenter la pression osmotique, donc on peut les conserver. Les beef jerky ou tout ce qui est viande jerky, c'est sec, souvent c'est salé, parfois même c'est fumé. Okay?
Donc, l'activité de l'eau dans des aliments comme ceux-là est très, très faible. Donc, il y a peu de micro-organismes qui vont se développer. Donc, je veux dire, c'est de la viande, puis on la garde à température pièce. Vous allez, faites le plein d'essence, vous allez payer, puis vous avez le beef jerky souvent qui est près de la caisse. Donc, c'est même pas au frigo, là. Puis ça se conserve. Facteur maintenant extrinsèque, donc quelque chose qui est en dehors de l'aliment lui-même, donc la température. On va pouvoir jouer là-dessus. On distingue trois types de micro-organismes en fonction des températures qu'ils préfèrent. Donc, on a les micro-organismes psychrophiles. Donc, on le voit sur le graphique ici. Ce sont des micro-organismes qui vont préférer les températures fraîches. On pourrait se dire, ces micro-organismes-là ne nous rendront pas malades, il n'y aura pas de problème. Bien, il y en a des micro-organismes psychrophiles qui peuvent nous rendre malades. Et l'exemple classique, c'est l'hystéria. L'hystéria monocytogenes, qui cause la listériose. Donc, cette bactérie-là peut se développer dans les températures fraîches. On a eu les problèmes avec Maple Leaf, les viandes froides avec des fromages aussi. Donc, ces bactéries-là peuvent se développer aux températures fraîches. Donc, même si on garde nos aliments au frais, s'ils ont été contaminés lors de la production ou de l'emballage, ils pourraient être problématiques éventuellement. Les mésophiles, ce sont des bactéries qui préfèrent les températures de votre corps. Donc, elles peuvent survivre dans l'environnement dans des températures fraîches ou de températures, on va dire température pièce de 20 degrés. Mais si elles sont consommées, elles se retrouvent dans votre corps à 37 degrés, et bien là, elles peuvent être plus actives. Les bactéries mésophiles ne sont pas toutes dangereuses. Les bactéries qui sont saines, qui sont bonnes pour nous. Notre microflore, notre microbiote, c'est des bactéries mésophiles. Donc, ce ne sont pas toutes méchantes, les bactéries mésophiles. Mais parmi les bactéries pathogènes, la plupart des bactéries pathogènes vont être mésophiles parce qu'elles préfèrent notre température à nous. Les bactéries thermophiles, sachez que ça existe, mais elles ne vous rendront pas malade. On n'est juste pas assez haute pour ces bactéries-là. Donc, notre température corporelle n'est pas assez élevée pour que ces bactéries-là se multiplient. Par contre, les bactéries thermophiles, on peut les utiliser dans des procédés de biotechnologie. Quand on parlait du PCR, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, le PCR, il y a des enzymes. Vous pourrez aller réviser le chapitre 7, là, la TAC polymérase. C'est une enzyme qui peut répliquer l'ADN, mais elle fonctionne à environ 55 degrés Celsius. Puis elle doit tolérer des variations de température pouvant aller jusqu'à 95 degrés Celsius. Il ne faut pas qu'elle soit détruite. Donc, où croyez-vous qu'on a trouvé une enzyme qui est capable de faire ça? Dans des micro-organismes thermophiles. OK? Nous, notre température ou nos enzymes qui fonctionnent à 37 degrés Celsius, on a des enzymes qui pourraient faire une activité de polymérase et faire la réplication de l'ADN. Mais comme le procédé de PCR demande des températures très élevées, nos enzymes à nous seraient complètement détruites dès le premier cycle. Mais en déterminant, ou en trouvant, je devrais dire, des bactéries thermophiles, on réalise que leurs enzymes tolèrent ces températures élevées-là, et c'est à partir de ça qu'on a été capable de mettre au point des techniques d'amplification comme le PCR, parce que ces enzymes-là tolèrent ces températures-là. Donc, on les utilise dans plein de domaines, en biotech, en alimentaire, pour faire du PCR, du qPCR, etc. Donc, la température, je reviens là-dessus, sachant qu'il y a différents groupes de micro-organismes, il faut tenir compte de la température pour l'entreposage, la cuisson. Encore une fois, respecter la chaîne du froid. Si, par exemple, quand moi je travaillais dans l'abattoir, donc le porc était tué, moi je travaillais dans la salle on appelait ça l'abattage, donc c'est là où on coupait le porc en pièces, mais rapidement, je ne sais plus c'était combien de temps que ça prenait entre le moment où le porc était tué, dépecé, puis les morceaux de la carcasse étaient envoyés dans ce qu'on appelait la salle de coupe. Puis la salle de coupe, eux, les gens qui travaillaient là, ils travaillaient dans un frigo. Là. C'était très, très froid. Donc, c'était bizarre parce que moi, je travaillais comme job d'été. Fait qu'à l'abattage, il faisait extrêmement chaud dans l'usine. Peut-être 25-30 degrés. Des fois, dans les grosses chaleurs d'été, c'était épouvantable. Donc, il fait très chaud. Mais les gens qui travaillaient dans la salle de coupe, eux, avaient des habits de neige, des habits beaucoup plus chauds, parce qu'ils travaillaient au froid. Donc, pour limiter la croissance des micro-organismes et pour justement, protéger les aliments. Donc, dans ce cas-ci, les pièces de viande. Puis, à partir de là,
la chaîne du froid était respectée. Donc, quand la viande quitte l'usine, c'est dans des camions réfrigérés, ça arrive dans des entrepôts qui vont être réfrigérés, puis par la suite sur les tablettes, bien pas les tablettes, mais dans les frigos des supermarchés, où là aussi ça va être réfrigéré. Donc, il ne faut pas briser cette chaîne du froid-là partout. Puis la température va être importante pour la cuisson. Okay? Hier, on a fait un barbecue à la maison, on a fait des hamburgers pour tout le monde. Donc, il faut s'assurer que la cuisson soit idéale et que la température interne de chaque boulette ait atteint au minimum, je pense que c'est 72 degrés Celsius pendant plusieurs minutes pour que toutes les bactéries, si bactéries il y a, soient mortes. Okay? Donc, la cuisson, en fonction de la pièce de viande que vous utilisez, va être un facteur déterminant entre on a tué les micro-organismes ou tout le monde a la gastro demain matin. Ensuite, facteur extrinsèque, donc l'humidité ambiante. Okay? Donc, l'humidité relative ambiante modifie la disponibilité de l'eau de l'aliment. Puis là, on a l'exemple classique, là, les biscuits secs qui peuvent devenir mous. Donc, vous avez un biscuit sec, donc la quantité d'eau disponible est très, très faible. Donc, généralement, les micro-organismes ne devraient pas se développer. Mais si c'est dans une pièce qui est très humide, puis vous n'avez pas de déshumidificateur, vous n'avez pas placé les biscuits secs dans un sac hermétique ou quoi que ce soit, bien là, vos biscuits secs vont devenir mous. Et puisqu'ils sont mous, ils sont plus humides, les moisissures pourraient les dégrader. Ensuite, la modification rapide de la température ambiante peut augmenter la disponibilité de l'eau. Vous avez un aliment chaud. Je ne sais pas, moi j'ai fait préparer un repas, les aliments sont chauds, je me dépêche à mettre les restants dans un récipient pour les placer au frigo. Bien, passer du chaud au froid très rapidement, il y a de la condensation qui va se créer, et cette condensation-là, ça devient de l'eau disponible pour les micro-organismes. Donc, ça pourrait favoriser le développement. Mais si on le met au froid, bien, on va un peu contrôler, contrecarrer ça. Donc, il y a plus d'eau disponible, mais la température n'est pas idéale pour le développement des micro-organismes. À l'inverse, donc si on diminue l'humidité, donc on favorise la conservation. C'est un truc, donc déshydrater, sécher, lyophiliser, dessicquer, tous ces termes-là qui signifient qu'on enlève l'eau des aliments. Puis il y a aussi l'emballage hermétique qui préviennent donc la réhydratation. Donc, justement, évitez ça ici. Okay? Donc, que vos biscuits secs deviennent mous, je ne sais pas moi, des chips, peu importe. Okay? On ne veut pas que les aliments qui sont secs deviennent humides. Si l'air ambiant, au contraire, donc, est sec, les aliments frais vont perdre de l'eau, okay? Ce qui peut mener au durcissement ou au flétrissement. Donc, pensez à, je sais pas moi, des feuilles de salade là, qui vont devenir molles, pas intéressantes à manger parce qu'elles ont justement flétri, elles ont perdu de leur eau. Donc, il faut donc maintenir l'humidité dans ces cas-ci. Là, vous le voyez, l'épicerie, les espèces de petites, les petits jets d'eau, la petite brune parfois là, qui arrose les légumes frais pour en maintenir une certaine humidité. Okay? Donc, ça, c'est important, mais en même temps, s'il y a trop d'humidité, ça peut favoriser le développement des micro-organismes. Mais ce qu'on va faire, on va les maintenir au frais. Donc, on a de l'humidité, mais en même temps, en les conservant dans un environnement qui est un petit peu plus frais, bien, on va avoir une chance de les conserver plus longtemps. Donc, vous allez voir, il y a des fruits et légumes qui sont gardés dans les allées. Donc, ces aliments-là, on ne leur rajoute pas d'eau parce que souvent, ils vont être plus résistants à la déshydratation. Par exemple, les pommes, les poires, okay, qui ont une pelure qui va empêcher la déshydratation. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de les arroser tout le temps. Mais, je ne sais pas moi, les céleris, les laitues. Donc, on va souvent les placer dans un environnement où il va y avoir des petites bourrines, donc un petit jet d'eau pour les humidifier, pour éviter justement qu'ils flétrissent. Mais ils vont être placés dans une zone qui est réfrigérée, du moins légèrement. La composition de l'atmosphère, donc les besoins d'oxygène, je vais revenir dans la diapo suivante. La présence de CO2. Okay? On peut ajouter par exemple du CO2 dans un emballage. Par exemple, je vais l'expliquer ici, là. Donc, l'effet bactériostatique en quantité élevée. Donc, si on ajoute du CO2 dans un emballage, okay, l'effet va être meilleur dans le froid. Donc, on va inhiber les bactéries psychrophiles et les moisissures. Donc, si j'ai mis du CO2 dans un emballage, je place mes viandes froides, par exemple, au frigo. Donc là, on sait qu'il y a certaines bactéries comme l'Listeria qui pourraient se développer. Mais si dans mon emballage de viande froide, par exemple, j'ai ajouté du CO2 avant de sceller le tout, donc la bactérie n'aime pas cette trop forte concentration en CO2-là. Donc même si elle pouvait se développer au froid,
la présence de CO2 limiterait son développement. Mais une fois que j'ai ouvert l'emballage, là, il faut faire attention parce que là, la composition en CO2 à l'intérieur de l'emballage n'est plus la même. Donc, il faut consommer à ce moment-là la viande un petit peu plus rapidement parce que là, la bactérie pourrait reprendre des forces et se développer. Bon, puis les emballages sous vide, des fois, il y a des gens qui ont des appareils à la maison pour le faire. Tous les cannages sont des environnements anaérobies, donc tout ce qui est micro-organismes aérobies, comme les moisissures ou les bactéries aérobies, ne peuvent pas se développer là-dedans. Il faut juste faire attention aux bactéries, par exemple, de type Clostridium, parce que ces bactéries-là sont des bactéries anaérobies strictes, donc elles se développent sans oxygène, mais souvent dans les aliments, ou bien on va créer un pH acide, ça va être très salé, donc un environnement avec une forte pression osmotique, faible disponibilité de l'eau, donc Clostridium pourrait moins aimer ça. Mais si c'était seulement en fonction de la quantité d'oxygène, ce serait un endroit parfait pour Clostridium. Donc, les fameux besoins d'oxygène, il faut les savoir, il faut les connaître. Okay? Il y en a 5. Je vous demande de connaître les caractéristiques un petit peu de chaque besoin d'oxygène. On pourra faire des liens avec la nourriture. Donc, par exemple, quand on parle d'un micro-organisme qui est aérobie strict, okay? Comment on a procédé pour vous le montrer sur l'image? Donc, c'est une gélose. Ce n'est pas un bouillon que vous voyez dans les tubes. Donc, c'est une gélose. Donc, plus on est en surface de la gélose, plus il y a d'oxygène, mais plus on se dirige vers le fond du tube, moins il y a d'oxygène, sinon pas du tout. Donc, quand on parle de micro-organismes aérobie stricts, la croissance se fait en surface, donc là où il y a de l'oxygène. Vous et moi, on est aérobie strict. On ne pourrait pas survivre très longtemps sans oxygène. Ces bactéries-là, donc, peuvent se retrouver dans les aliments, ça c'est sûr, peuvent vous infecter aussi. Généralement, les bactéries aérobie strictes peuvent créer des infections plus au niveau, par exemple, de la peau, des poumons, de la bouche. Rarement au niveau du gros intestin parce qu'il n'y a pas d'oxygène rendu là. Mais ils peuvent causer des problèmes ailleurs. Donc, aérobie stricte, j'ai absolument besoin d'oxygène et je pousse en surface. Anaérobie facultatif, je préfère l'oxygène. Okay? Là, la bactérie typique là, de ce groupe-là, c'est E. coli. Okay? Donc, E. coli préfère l'oxygène. Donc, s'il y en a, elle va très bien se développer. Mais elle peut quand même se développer en anaérobie. D'ailleurs, E. coli fait partie de votre microflore normale au niveau de votre gros intestin. Dans le gros intestin, il n'y a pas d'oxygène, il y a plein d'autres gaz, et vous en savez probablement quelque chose. Okay? Mais elle va se développer plus lentement. Maintenant, les bactéries anaérobies strictes. Okay? Là, on a les Clostridium qui sont là-dedans. Clostridium. Donc, Clostridium perfringens qui cause la gangrène, Clostridium tétani, le tétanos, la Clostridium difficile, la C. diff, comme on l'appelle, cause des problèmes digestifs. Clostridium botulinum, okay, avec la toxine du botulisme, qui peut être mortelle, okay, on peut la retrouver dans les aliments. Donc, il faut faire attention. Donc, Clostridium ne pousse pas en présence d'oxygène, mais quand il n'y en a pas, elle va préférer ça. Donc, cette bactérie-là, il faut faire attention justement dans les emballages sous vide, dans les conserves. Okay, c'est une bactérie qui pourrait se développer dans des conditions sans oxygène. Mais dès qu'il y a de l'oxygène, la bactérie, pas nécessairement elle va mourir. Okay? Il faut vous rappeler, là, cette bactérie-là peut faire des endospores. Donc, elle pourrait survivre dans un environnement avec oxygène. Lorsque vous consommez, mangez les endospores atteignent votre gros intestin, là vont retrouver leurs conditions idéales, puis vont commencer à se développer. Donc, il faut toujours quand même se méfier de la présence de ces bactéries-là dans l'environnement. Anaérobie aérotolérante, elle pousse égale partout. Okay? Elles n'ont pas besoin d'oxygène. Okay? Elles ne l'utilisent pas. Mais en même temps, l'oxygène ne leur nuit pas. Comme par exemple, Clostridium n'utilise pas l'oxygène, mais l'oxygène les tue, okay? Ou du moins les force à former des endospores. Anaérobie aérotolérant. Anaérobie, ça veut dire que je n'utilise pas l'oxygène, mais je tolère l'oxygène. OK? Exemple de bactéries comme ça, Streptococcus mutans. Okay? C'est une bactérie qu'on trouve dans votre bouche. C'est une bactérie qui peut ultimement entraîner la carie dentaire. C'est une bactérie que pas mal tout le monde a dans la bouche. Il ne faut pas nécessairement s'en faire, mais il faut l'éliminer de temps en temps.
Donc, on s'entend que dans notre bouche, sur nos dents, il y a de l'oxygène. Okay? Mais cette bactérie-là tolère la présence d'oxygène, mais ne l'utilise pas. Microaérophile, là, s'il y a trop d'oxygène, je vais essayer de corriger mon erreur. Normalement, je peux effacer. Voilà. Donc, quand on a une bactérie microaérophile, quand il y a trop d'oxygène, la bactérie ne pousse pas. Quand il y a une quantité de 1 à 5 % d'oxygène, là, elle se développe bien. Puis dans le milieu anaérobie total, elle ne pousse pas. Donc, des bactéries comme celle-là, au niveau alimentaire, il y en a deux. Il y a Campylobacter. C'est Campylobacter jejuni, donc qui va infecter votre jéjunum, un des segments du petit intestin. Et vous avez aussi H. pylori, Helicobacter pylori, qui, elle, est une bactérie qui tolère les pH très acides, donc qui va se retrouver dans votre estomac, dans l'estomac, et qui peut causer des ulcères. Donc ça, c'est deux pathogènes alimentaires qui peuvent causer des problèmes au niveau digestif. Donc ce sont des bactéries microaérophiles. Elles vont se développer là où il y a une concentration d'oxygène faible. Donc ces bactéries-là ne vous causeront pas d'infection au niveau de la bouche, n'infecteront jamais vos poumons ni votre peau. C'est vraiment dans les endroits plus précis comme l'estomac et le jéjunum où elles vont proliférer. Pour la suite du chapitre, okay, je vous invite à aller lire votre manuel à ces pages-là, puis répondre aux questions. Okay? Je vous avouerai, c'est quand même simple. Si vous faites une lecture normale, vous allez trouver les réponses au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc, faites-le. En toute honnêteté, je n'ai pas de corriger parce que c'est ça, c'est trop facile, c'est trop simple. Okay? Fait que faites vos lectures, trouvez les réponses. Si jamais il vous arrive de ne pas trouver la réponse, demandez à vos collègues de classe pour commencer, essayez de vous aider entre vous. Puis si ça ne fonctionne pas, là, venez me voir. Okay? Mais faites vos lectures avant, venez pas me voir avec le document vide pour que je le remplisse à votre place. Puis parfois, je suis gentil. Okay? J'ai même donné des indices avec des sites, des liens pour aller trouver de l'information supplémentaire. Donc, répondez à ça. Il y a quand même beaucoup de questions. Puis même des fois, j'ai mis la première lettre du mot. Je suis tombé gentil. OK? Donc, il y en a donc bien. Il y en a beaucoup. OK? Allez vous amuser. Et ça termine ce chapitre. Avant de terminer, ce que je vais faire, je vais vous montrer deux petites vidéos. OK? C'est genre 5 minutes au total. Là. Une vidéo de 3 minutes, une vidéo de 2 minutes. Juste pour vous montrer donc la contamination croisée, des trucs auxquels il faut faire attention. Il y a peut-être des choses là-dedans que vous avez vues lors de votre formation MAPAC avec Audrey. Donc, ce sera un petit rappel, des choses comme ça. Puis avant de commencer les vidéos, peut-être juste vous dire, d'autres manuels de référence intéressants sont disponibles à la bibliothèque. Entre autres, celui-là ici, Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller. C'est super bien fait. C'est très simple. Okay? Il y a beaucoup d'images. Donc, allez jeter un coup d'œil. Vous avez même la référence ici. Et ce livre-là, on l'a en référence au département de biologie. Écoutez, encore une fois, ce chapitre-là, j'aurais pu passer des heures à vous parler des micro-organismes d'altération. Mais il y en a plein, il y en a des centaines d'espèces différentes, moisissures, levures, bactéries. Donc, sachez qu'il y a des livres de référence qui existent, qui peuvent vous donner plein d'informations là-dessus. Donc, je reviens ici, je vous montre les petites vidéos et on va se laisser là-dessus par la suite. Il faut prévenir toute contamination, et notamment la contamination croisée, c'est-à-dire le transfert de micro-organismes pathogènes d'un aliment, généralement cru, vers un autre, qui est cuit ou prêt à manger. Pour ce faire, utilisez des planches à découper de couleur associées au type d'aliment à manipuler, ou bien nettoyez et assainissez la planche après chaque utilisation. Lavez-vous toujours les mains entre les manipulations et ne vous essuyez pas sur votre tablier afin de ne pas contaminer vos mains et les produits que vous aurez à manipuler. Lorsque vous entreposez des aliments, il faut les protéger de tout risque de contamination en les emballant ou en les couvrant correctement. Il faut toujours mettre les viandes crues sur des étagères distinctes ou
les placer en dessous des aliments prêts à manger. Pour éviter que des personnes allergiques consomment sans le savoir des substances allergènes, ces dernières doivent être mentionnées sur l'étiquette de l'aliment. Apportez une attention particulière aux allergènes suivants: les arachides, les noix, les graines de sésame, les produits laitiers, les œufs, les poissons, les crustacés et les mollusques, le soya, le blé et les sulfites. Pour prévenir toute contamination en relation avec les allergènes, assurez-vous de manipuler les produits sans allergènes avant ceux qui en contiennent, ou de nettoyer le matériel entre les manipulations de ces produits. La vermine est un vecteur important de contamination des aliments. Si vous constatez la présence d'insectes ou de rongeurs, appelez un exterminateur ou mettez en place des moyens visant à empêcher l'irruption de ces intrus. Pour éviter la contamination croisée, c'est simple, il faut se laver les mains avec de l'eau chaude et du savon, ou laver toutes les surfaces de travail qui ont été en contact avec de la viande, du poisson cru. Parce que c'est ça la contamination croisée, c'est le transfert de bactéries d'un aliment cru à un aliment cuit. Généralement, on pense poulet et poisson. D'ailleurs, quand on travaille du poulet ou du poisson, notre planche de bois, on ne peut pas juste la rincer à l'eau chaude. C'est de l'eau chaude et du savon. Très important. Le couteau et les mains aussi. Parce que si on ne se relave pas les mains et qu'on va retoucher à cette viande-là une fois cuite, la bactérie, elle, va être présente. Donc, après avoir utilisé ma planche, je la nettoie toujours très bien. Mais c'est encore plus simple, généralement, de laver une planche en plastique parce que je peux la mettre directement dans le lave-vaisselle ou encore dans le lavabo pour bien la nettoyer. C'est certain que, généralement, on va y penser de ne pas couper notre poisson ou notre poulet cuit là où on a travaillé l'élément cru. Par contre, des fois, c'est un petit peu plus subtil. On commence à badigeonner notre poulet sur le barbecue. Le pinceau touche au poulet cru. On rajoute une petite couche de sauce de temps en temps. On oublie tout ça. Et finalement, la dernière couche peut nous contaminer parce qu'il reste des bactéries sur le pinceau. Même chose quand on se prépare une salade. On a bien lavé notre planche, mais on ne l'a pas assez savonné. Puis on travaille de la salade, les concombres, on met notre salade sur la table. Première chose qu'on sait, il peut y avoir des gens de malades et c'est plutôt désagréable. Alors, le secret, de l'eau chaude, du savon. Donc voilà, ça termine le chapitre. Je vous invite encore une fois à lire le chapitre correspondant dans votre manuel, donc le chapitre 5 cette fois-ci, et de répondre aux questions. Si vous en avez des questions, faites-moi signe, je suis toujours là pour vous. Bonne journée.